Bonjour à tous. Laissez-moi vous ramener en arrière. Nous étions en 1979 et je vivais dans le nord de la Virginie. Je me croyais très cool, très progressiste. Je travaillais dans une boîte de nuit. J'avais mon premier appartement. Je conduisais une horrible Chevy Vega. Elle m'appartenait et était payée. C'était une période extraordinaire de ma vie. Je venais juste de commencer à vivre, à devenir adulte. Je peux dire maintenant, en étant plus âgée, que j'étais une jolie fille. À l'époque, j'avais des aspirations de mannequin et beaucoup de petits amis. Je vivais simplement ma vie. Puis, un jour, j'ai décidé d'aller à cheval. Je suis allée à Centerville, en Virginie, où je prenais des cours d'équitation. Et j'ai loué un cheval pour quelques heures. J'ai monté, et c'était une belle journée d'avril. Je me souviens de mes jeans et d'une chemise en coton indien bleu clair, et de la brise qui soufflait. C'était vraiment génial. Je suis une bonne cavalière, pas une grande cavalière, et j'étais un peu hors de forme. Cela faisait quelques mois que je n'étais pas montée à cheval. J'ai rencontré 2 autres garçons qui montaient derrière moi. Nous avons décidé de galoper avec nos chevaux. Mon cheval s'est élancé et est passé d'un trot à un galop rapide. Puis le terrain est devenu accidenté, très accidenté. Et je savais que je perdais le contrôle, mais je pensais que je pouvais le gérer. Je galopais en m'accrochant du mieux que je pouvais. Je me souviens avoir ressenti cette terreur. Oh mon Dieu, cette peur horrible et croissante m'a traversée quand mon cheval a trébuché et que j'ai su que j'allais tomber. Heureusement, je portais mon casque et, alors que j'étais projetée du cheval à grande vitesse, je n'ai jamais touché le sol. Je suis entrée dans ce tunnel, velouté et infini. Les murs étaient doux et il faisait complètement noir. Alors, j'ai littéralement quitté mon corps avant l'impact de l'accident. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été projetée du cheval, le visage contre les rochers dans un fossé, et je suis morte. Je ne le savais pas, car j'avais quitté mon corps. Mais quand j'ai quitté mon corps et suis allée dans une autre dimension, c'était si brusque. Je savais que quelque chose s'était passé. Je n'étais plus dans la réalité physique, et c'était le plus grand choc de ma vie. Jusqu'à ce moment-là, toutes les émotions que vous pouvez imaginer tourbillonnaient en moi. Peur, isolement, terreur, choc, tristesse. De la tristesse d'avoir perdu tout ce qui était le plus précieux pour moi, mon identité. Puis je suis passée par ce tunnel, et je sais que d'autres personnes en parlent, voient la lumière et ressentent cette joie. Pour moi, ce n'était pas le cas. Je pense que c'est parce que c'était un accident et que c'était si brusque, et puis tout s'est passé. Il n'y a pas de temps. Le temps n'a aucune importance de l'autre côté ou dans la réalité non physique. Tu es simplement là, dans le présent. Quand tu quittes le monde physique, il y a tant de choses que tu apprends, tant d'expériences qui ne se décrivent pas. Il n'y a pas de langage humain suffisamment articulé pour les décrire. Dire que les parois du tunnel étaient veloutées, mais sombres et denses en même temps. Dire que je ne ressentais aucune douleur. Bien que j'avais la sensation d'avoir un corps, je n'ai pas eu le courage de vérifier mes membres pour voir s'ils étaient toujours là. Je me sentais magnifique. Pour le dire simplement, je me sentais si merveilleuse. Je n'avais pas mal. Les problèmes de la réalité physique n'existaient pas. J'étais juste dans le présent. Et c'est difficile à articuler, mais j'étais simplement là. Mon grand-père est décédé quand j'avais 12 ans. Cela a été très traumatisant. Il est mort d'un cancer terrible. Je l'aime beaucoup. C'était la personne la plus précieuse au monde pour moi, et il était mon guide. Il ne ressemblait pas à un jeune homme. Il avait l'apparence d'un homme âgé, l'homme que j'ai connu dans mon enfance. La personne était là pour me réconforter, et c'était vraiment une raison, pour le dire simplement, de voir la personne que tu aimes et que tu as perdue, et que tu n'avais pas vue depuis des années. Savoir qu'il existait encore. Savoir que l'amour qu'il a ressenti le jour de sa mort était si fort des années plus tard. Il y a des choses que j'ai apprises lors de ma révision de vie qui est venue ensuite, qui ont été très perturbantes, du moins pour moi. Tu passes par la révision de ta vie, en gros, et c'est comme ça. Ce n'est pas un jugement, tu es ton propre critique. Tu réexpérimentes les fois où tu as blessé ou été désagréable envers quelqu'un, tu vas ressentir leur douleur, ou tu vas ressentir leur joie quand tu as fait quelque chose de bien. Alors, tout ce que tu fais dans ta vie, depuis que tu es un petit enfant jusqu'au jour où tu rends ton dernier souffle, cela compte comment tu traites les gens. Tu recevras la facture à la fin. En gros, si tu as été une personne très mauvaise, je pense que ta révision de vie serait plutôt infernale. Ça serait assez terrible. Tout dans ta vie, la façon dont tu traites les autres, compte. Ta mentalité,
Tu es une personne gentille ou tu es une personne qui déverse simplement sa mauvaise humeur sur tout le monde. Donc ma révision de vie était triste, stressante, perturbante, douloureuse, et je ressentais, mon Dieu, je n'ai même pas terminé ma vie. Mais j'ai aussi remarqué des choses que j'ai vraiment bien faites, comme l'amitié que j'ai nouée avec une fille qui souffrait de harcèlement à l'école. Je la protégeais des intimidateurs. J'ai vu à quel point c'était important. J'ai compris combien il était significatif de retrouver ce chat perdu pour la petite fille à qui je l'ai rendu. De petites choses comme ça ne sont pas petites. Elles sont énormes, gigantesques. Mes valeurs étaient tellement différentes. Mon changement s'est opéré durant ma révision de vie. La pire chose que tu puisses faire, c'est de ruiner le destin de quelqu'un, de blesser une personne innocente, de nuire à sa vie de manière négative. C'est la pire chose qui soit. C'est tellement important d'être aimable et d'écouter. Je ne suis pas sainte Laura, mais j'essaie de ne pas déverser ma mauvaise humeur sur quelqu'un d'autre. J'essaie de faire mieux. Alors, j'ai eu cette révision de vie et c'était beaucoup de souffrance, très perturbant. Mon grand-père était là pour me consoler et la réalité non physique est tellement réceptive à la pensée que tu ne peux pas le croire. J'ai pensé à l'arbre de la vie, c'est juste passé par mon esprit et j'ai vu cet arbre magnifique. Je savais que ce n'était pas l'arbre de la vie, tu sais, comme quelque chose de biblique, mais c'était génial. Il était blanc et avait une texture, et c'était génial. Alors, tu dois vraiment contrôler à quoi tu penses. Pendant que tu es hors de ton corps, tu as la réalité physique, mais dans le même espace, dans une dimension différente, existe la réalité non physique. Des couches, des dents, et il y a comme une autoroute où tu descends et traverses les couches qui deviennent de moins en moins denses et plus réceptives à la pensée. Mais quand j'ai eu ma révision de vie, j'avais encore beaucoup d'espoir dans la réalité physique. Donc, j'étais très ancrée dans la réalité physique et je ne l'acceptais pas bien. Mon grand-père essayait de me calmer, essayant de me faire sentir mieux. Il était là pour m'aider. Je sais que j'ai eu le choix de revenir à la réalité physique, de revenir à ma vie, et je sais qu'il y avait une femme blonde qui a dit que cela serait difficile. C'était bien, j'allais avoir une vie particulièrement difficile, une vie difficile, en étant dans la réalité non physique. Le temps n'existe pas, la révision de vie se produit instantanément, mais elle a de nombreuses couches. Il y a une couche juste en dehors de la réalité physique qui est comme une copie carbone, mais juste un peu moins dense. Alors, disons que tu meurs chez toi. Tu peux te rendre dans la réalité non physique et continuer à penser que tu es chez toi. Peut-être que c'est ça qui arrive quand les gens pensent qu'il y a des fantômes et tout. Je ne sais pas, c'est juste une supposition. Je sais que j'ai voyagé sur une autoroute super, comme une autoroute qui traverse les dimensions et les couches. L'endroit le plus éloigné où je suis allée, hors de mon corps, a été la source. Je crois que les gens confondent ça avec le ciel. Je ne pense pas que ce soit le ciel. Je pense qu'il y a quelque chose bien au-delà de cela. Mais je suis entrée dans cette zone pleine d'âme, flottant dans une mer d'amour. Il y avait un ciel et il y avait du soleil, mais aucun vrai soleil. Il y avait de l'éclat et de la musique flottait comme des vagues aléatoires de musique. Une musique magnifique, classique, apaisante qui me faisait du bien. La mer d'âme dans laquelle je flottais était des parties de moi. Je n'avais vraiment jamais été très attachée à la réincarnation jusqu'alors, mais j'étais avec différentes personnalités qui faisaient partie de moi. C'est donc difficile à comprendre. Je ne pouvais pas rester longtemps, juste le temps d'un coup d'œil à travers une porte ou une fenêtre, et une sensation de joie et d'amour intense. Je pense que les gens confondent ça avec le ciel, mais ce n'était pas le ciel. C'était rentrer à la maison, c'était revenir à ta source. Ensuite, après ça, j'ai été catapultée de nouveau dans une autre dimension. Mon grand-père était là. C'était une dimension proche de la réalité physique. Cela avait l'air très clair dans la zone. Je veux dire, il y avait un sol, mais pas de plancher. Il avait une forme. Il était là. Il ressemblait à lui. Personne n'a dit « Oh, Laura, tu dois revenir et vivre ta vie. Il était temps que je revienne. » Donc, je n'avais pas le choix. Je voulais rester avec lui. Une peur écrasante m'a parcouru avec l'idée de retourner. Comme « Non », après avoir appris toutes ces choses. Et ensuite, j'ai ressenti que pendant que j'étais là, les choses étaient enlevées. Leçons, explications, expériences. J'ai dit à mon grand-père, cela a été si long. Alors, je savais qu'il y avait beaucoup de choses que je ne peux pas te raconter. Beaucoup de choses qui se sont passées
et qui était en train d'être retiré de mes souvenirs. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'interactions que j'ai eues, mais je n'étais pas autorisée à emporter les souvenirs. Quand je suis revenue à la réalité physique, je les ai sentis être arrachés de moi. Et cela m'a rendue triste, affligée comme si je voulais, tu sais, les reprendre et les renvoyer, et on me les enlevait. Peut-être que c'était trop pour que je le comprenne. Je ne sais pas, c'est juste une supposition. Mais toutes ces épiphanies, et il y en eut beaucoup, ainsi que de nombreuses interactions. Cette expérience a duré bien plus longtemps que ce que je peux te raconter. Je ne peux que te relater ce dont je me souviens. Je sais que mon grand-père avait de l'empathie pour moi, mais il ne voulait pas que je sois là. Il voulait que je revienne et que je termine ma vie. Mais je pense aussi qu'il voulait que je revienne et que je dise à sa femme, à propos de mon amour pour ma grand-mère, ce qui s'était passé. Je me suis sentie comme une messagère pour lui. C'était déchirant. Il n'y aurait tout simplement pas assez de larmes dans un océan pour te dire à quel point je me suis sentie mal de revenir. Mon corps a reculé dans le tunnel. Et boum, je suis revenue à la réalité physique. Quand je suis revenue à la réalité physique, pour le dire modestement, je ne l'ai pas bien pris. J'ai regardé les 2 hommes qui m'ont sauvé la vie. Ils m'ont ressuscité et il y avait tout un groupe de personnes là. Il y avait une voiture pour m'emmener à l'hôpital et tout ça. J'ai regardé ces gars, j'ai regardé autour du champ et j'étais blessée. J'étais vraiment blessée en même temps. Je me suis simplement dit, ce n'est pas la réalité. Je savais où j'avais été et c'est ça le véritable foyer. Nous sommes juste des visiteurs ici, faisant le tour de la réalité physique. Mais je savais que j'avais perdu quelque chose de terriblement important. J'avais traversé quelque chose qui avait changé ma vie et j'étais perturbée. J'étais aussi très blessée sur le chemin de l'hôpital. Je me suis évanouie. Je ne suis pas sortie de mon corps, mais je me suis évanouie. J'ai eu une énorme commotion cérébrale. Un nez cassé qui est toujours cassé. Un doigt cassé qui est toujours tordu. Je crois qu'il n'y avait aucune partie de moi qui n'était pas blessée. J'étais très amochée. Je portais un casque d'équitation. Je pense que cela m'a sauvé la vie. Je suis entrée à l'hôpital et ma mère, en fait, travaillait dans cet hôpital, l'hôpital Fairfax. C'était en avril 1979. Je suis entrée à l'hôpital et j'ai passé des radios, tu sais, toutes sortes d'examens et de choses. J'ai commencé à essayer de raconter aux médecins ce qui s'était passé, tu sais, à propos de mon expérience de mort imminente et de ces choses. Soudain, il est passé de la compassion au dégoût, il a croisé les bras et a dit « Quelle drogue avez-vous prise ?» Je lui ai répondu « Non, aucune drogue, j'ai eu un accident. C'est ce qui s'est passé pendant l'accident. Je ne comprends pas, tu sais, pourquoi je suis ici. J'étais très perturbée. » Il a dit quelque chose à ma mère et ma mère a répondu « Écoutez, si elle prenait des drogues, elle serait la première à vous le dire. Ce n'est pas le cas. Elle a eu une grave blessure à la tête. Tu dois la rentrer. Le médecin a été horrible et je voulais juste rentrer chez moi. » Il y avait des choses que je sentais être urgentes. Cette urgence, après avoir vécu une expérience proche de la mort, est simplement profonde. Tout était urgent pour moi. Pendant environ 12 heures, je devais dire à ma grand-mère que je l'aimais. Je devais dire à mon petit ami que je l'aimais. Mais ce qui a changé en moi après que ce médecin m'ait humiliée devant les infirmières, il m'a humiliée et m'a simplement dit des choses horribles, des choses épouvantables. Quand ma mère m'a ramenée chez moi après l'accident, j'ai essayé d'ouvrir la porte de la voiture et de sortir au milieu de la circulation. Je veux dire, j'étais vraiment perturbée. Ensuite, je suis allée chez ma mère, j'ai monté les escaliers et j'étais vraiment blessée. J'ai lutté avec comment je peux en parler à quelqu'un. Ils vont penser que je suis folle, ils vont penser que je suis droguée. Et j'ai pensé, je ne peux pas dire ça à personne, ça doit rester mon secret. Personne ne comprendra. Je ne l'aurais pas cru si on me l'avait raconté. Tu sais, c'était vraiment très troublant. Je me sentais comme si j'avais perdu mon grand-père à nouveau, comme si c'était une seconde mort. Et ensuite, je me suis inquiétée pour la femme aux cheveux blonds qui m'a dit que j'allais avoir une vie très difficile et que ce serait assez difficile. Eh bien, elle a vraiment dit la vérité, car peu de temps après, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune et j'ai eu de nombreuses luttes entre la vie et la mort. Mais les choses que j'ai apprises sur la réalité non physique, c'est que l'amour existe toujours. Tout ce qui est bon compte. Il y a un endroit magnifique où tu vas et que tu peux expérimenter après la mort. Alors, ma peur de la mort a diminué. J'étais vraiment très triste pour beaucoup de choses. Tu sais, j'ai raconté à ma grand-mère. Tu sais, voir mon grand-père et tout ça.
Et elle a dit, « Ma mère avait le don. Je pense qu'elle est passée par toi. Je pense qu'elle est passée par mon fils. Je ne l'ai pas. » Alors j'ai découvert que mon arrière-grand-mère avait des capacités psychiques, des capacités de guérison. Les gens venaient à elle, qui étaient malades, et elle leur mettait la main sur eux. Et elle a fait ça lorsque son propre fils a eu une piqûre d'abeille qui a été fatale, et elle l'a sauvé. C'est si beau de savoir que l'amour s'étend encore à l'après-vie. C'est si beau de savoir que je reverrai mes chers disparus, que je serai réunie. C'était le plus beau cadeau qu'on m'ait donné. J'aurais aimé éviter le nez cassé et les blessures, mais je suis très heureuse d'avoir eu cette chute. Je suis vraiment contente que quelqu'un m'ait ramenée à la vie, car j'ai pu apporter réconfort et connaissance de l'au-delà à mes parents, sur le point de mourir, avant qu'ils ne s'éteignent. J'ai pu être avec eux pendant qu'ils mouraient et prendre soin d'eux. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire. Une expérience proche de la mort t'ouvre psychiquement, elle te change complètement. Je crois que le plus grand cadeau de ma vie a été cet accident, la plus grande tragédie. Il est vraiment, vraiment étrange de manquer mon grand-père. Je l'ai manqué pendant ces 40 années. Je suis contente de le revoir, mais mince, il me manque vraiment. Je pense que les gens romancent une expérience proche de la mort. Ce n'est pas facile, on ne vient pas juste à Jésus, et il n'y a pas que des anges. C'est une réelle responsabilité liée à la vie que l'on a menée. Donc, si tu n'as pas vécu une vie si idéale, essaie d'être plus aimable. Essaie de ne blesser personne. C'est ce que je pense. Une expérience proche de la mort est un changement si grand. C'est une expérience, mais cela ne te donne pas la permission de ne pas essayer et de laisser tout aller et de mourir, parce que tu vas dans un bon endroit. Ton but ici, dans cette réalité physique, dans cette incarnation, est de vivre la meilleure vie possible, d'aider les gens de la meilleure façon possible, d'être une bonne personne, d'aimer gentillesse. Tout cela est vrai, mais nous sommes amenés ici, sur cette terre, pour apprendre, aimer et essayer d'être une meilleure personne. Je n'y arrive pas toujours, mais c'est ce que j'ai retenu de mon expérience proche de la mort.